Bienvenue sur votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Staffan de Mistura vient de conclure sa toute première visite sur le terrain, nommé envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara au mois d'octobre dernier. Le diplomate italo-suédois a effectué récemment sa première tournée dans la région et a rencontré pour la première fois l'ensemble des protagonistes du dossier à Rabat, Alger, Nouakchott et dans les camps de Tindouf. Cette visite régionale de M. de Mistura s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, adoptée le 29 octobre 2021, et dans laquelle l'instance exécutive de l'ONU réitère son appel aux parties à poursuivre leur engagement dans le processus des tables rondes, dans un esprit de réalisme, pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de cette visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU et des possibilités qui s'offrent aujourd'hui pour réaliser des progrès sur cette question. Pour faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Hicham Jouma, professeur universitaire, observateur politique. Il a vécu au Maroc pendant des décennies et connaît très bien la réalité politique et sociale dans le royaume. Soyez le bienvenu, Dr Jouma. Avec nous également aujourd'hui, le colonel David Desroches, professeur adjoint au Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. Il a été directeur de la politique de défense pour les affaires du Golfe et a aussi travaillé au bureau du secrétaire à la Défense, directeur des opérations de l'OTAN et chef adjoint des forces de maintien de la paix. Le colonel Desroches a été décoré de la médaille de bronze pour son service en Afghanistan. Il a commandé les opérations spéciales et les unités conventionnelles du commandement américain et des forces conjointes. Bienvenue à tous deux, mais avant d'entamer la discussion, permettez-moi tout d'abord de commencer par donner la parole à notre chroniqueur George Landrith. George, Monsieur de Mistura est le 5e émissaire du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara en 24 ans. Y a-t-il aujourd'hui une raison pour être plus particulièrement optimiste quand on sait que tous ses prédécesseurs ont échoué dans cette mission ? C'est une question très intéressante, mais en même temps très difficile. Franchement, l'envoyé spécial n'a pas une solution magique ici, mais son travail est de collaborer pour parvenir à une solution politique basée sur le compromis, alors que nous avons deux parties qui ne sont pas du tout intéressées. L'ONU et la communauté internationale parlent de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, alors que l'Algérie dit qu'elle n'est pas intéressée par ces pourparlers et les considère inutiles. De plus, le Front Polisario estime qu'il n'est pas non plus concerné par l'accord de cessez-le-feu. Alors la question qui se pose ici, c'est que peut faire l'émissaire de l'ONU pour changer cette situation ? Je ne suis pas sûr qu'il ait un bâton magique avec lequel il peut résoudre le conflit alors que le Maroc montre son intérêt à engager des discussions constructives. Je peux dire que le Maroc est la partie la plus engagée et la plus rationnelle dans les pourparlers. Je n'ai pas confiance dans la capacité de l'envoyé spécial à faire en sorte que les autres parties se comportent avec la même sagesse que le Maroc. Il faudra peut-être que la communauté internationale, qu'il s'agisse de l'ONU ou d'autres partenaires, fournisse des incitations à ces parties pour qu'elles abandonnent le blocage des pourparlers. Je vous remercie, George. Je me tourne à présent vers le Dr Jouma. Bienvenue à vous. Alors, de quelle marge de manœuvre le nouvel envoyé spécial de l'ONU dispose-t-il à la lumière du durcissement des positions de l'Algérie et du Polisario, auquel George Landrith faisait référence à l'instant ? Permettez-moi tout d'abord de souhaiter à M. Stéphane de Mistura plein de succès dans sa 4e mission en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Après ses missions en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Nous lui souhaitons plein de succès dans sa 4e mission onusienne au Maroc. Certes, la mission de Stéphane de Mistura est de créer un climat propice à la négociation.
Jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas de solution aux parties impliquées dans ce conflit. Et d'ailleurs, il s'agit d'un conflit de longue date. En fait, Stéphane de Mistura, qui a été nommé envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara au mois d'octobre dernier, est venu aujourd'hui pour écouter les différents points de vue de toutes les parties. Arrivé le 12 janvier dans la région, l'envoyé onusien s'est entretenu le lendemain avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'une séance de travail à laquelle a également participé le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, et le directeur des Nations Unies et des organisations internationales, Redouane El Husseini. Une discussion où les trois diplomates ont réaffirmé les positions inchangées du côté marocain. La position du Royaume est d'ailleurs la même que celle de l'ONU. L'envoyé spécial onusien, Stéphane de Mistura, avait souligné que l'objectif de sa mission est de relancer le processus politique autour des tables rondes. Monsieur de Mistura est venu à Rabat avec de nombreux éléments de force représentés dans la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, tels que la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, l'inauguration de plus de 20 consulats généraux du Sahara marocain, puis la position européenne en faveur du Royaume. Incarné par les grands investissements européens que connaît le Maroc. Stéphane de Mistura est également soutenu par la position espagnole, qui est évidente lors de sa rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, vendredi 21 janvier. Álvarez a transmis à de Mistura le plein soutien de l'Espagne pour son travail. Le ministre espagnol a également assuré qu'il est politiquement nécessaire et par impératif moral de résoudre le conflit du Sahara qui dure depuis des décennies. D'ailleurs, Madrid a commencé à assouplir ses positions politiques en mettant un avion privé à la disposition de l'envoyé de l'ONU, afin de faciliter ses tournées dans la région. Après sa visite à Rabat et sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Stéphane de Mistura s'est rendu dans les camps de Tindouf. Pensez-vous alors que le Polisario est une véritable liberté de décision ou agit-il uniquement sous la coupe des Algériens ? En fait, la dernière table ronde onusienne sur le Sahara s'est tenue en décembre 2018. Donc une période de temps s'est écoulée sans réunion ni négociation. Aujourd'hui, le Polisario et ceux qui le soutiennent, l'Algérie et l'Iran, par la formation et le financement, tentent de relever le plafond des revendications avant d'entrer dans toute négociation. Et c'est ce qu'ils ont montré à M. de Mistura. D'ailleurs, leurs déclarations publiques suggèrent qu'ils ne sont ni optimistes ni enthousiastes quant au rôle de l'envoyé unusien Stéphane de Mistura. En revanche, nous constatons que la position marocaine maintient son principe qui envisage le plan marocain d'autonomie comme seule solution viable pour un règlement définitif. Permettez-moi de vous interrompre. À propos du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, qui est largement accepté comme base de négociation, pourriez-vous nous préciser comment vous évaluez cette proposition marocaine en l'absence de toute solution sérieuse des autres parties ? Écoutez, le Maroc a présenté le plan d'autonomie après de longues démarches et une longue expérience dans le domaine de la régionalisation avancée dans toutes les régions du royaume.
Par conséquent, le système politique, économique, social et administratif marocain est suffisamment solide pour faire face à une régionalisation avancée. En conséquence, le plan d'autonomie des provinces du Sud sous la souveraineté du Maroc est sérieux, crédible et réaliste. En fait, on voit que les outils de la réussite du plan d'autonomie ont été élaborés par le Royaume. De même, il s'agit d'un plan qui a été largement salué par de nombreux acteurs internationaux. Par conséquent, la proposition mûre et pratique est sans aucun doute celle du plan d'autonomie. De plus, la position américaine s'est toujours concentrée sur le réalisme de la solution requise. De ce fait, l'autonomie est la seule option politique, pratique, au conflit du Sahara marocain. L'autonomie donnera aux habitants des provinces du Sud la possibilité de gérer eux-mêmes leurs problèmes sous la souveraineté du Maroc. Et d'ailleurs, nous avons vu dans la région arabe des expériences réussies en matière d'autonomie, comme c'est le cas au Kurdistan irakien, par exemple. Pensez-vous que le Conseil de sécurité peut faire quelque chose pour aider les séquestrés des camps de Tindouf qui sont sous le joug du Polisario ou pour forcer l'Algérie à respecter les résolutions onusiennes? À mon avis, l'aboutissement attendu des efforts de M. de Mistura est de recommander aux Nations Unies de soumettre le dossier du Sahara au Conseil de sécurité afin de l'inclure dans le chapitre 7 de la Charte de l'ONU et d'aboutir à une solution. Notant qu'il y a de nombreuses victimes marocaines dans les camps de Tindouf, ils sont tenus de retourner vivre en sécurité dans leur pays, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La question est donc humanitaire et oblige le Conseil de sécurité à intervenir et à élever le niveau de ses résolutions jusqu'à atteindre le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, chose qui obligera l'Algérie et l'Iran à retirer leur soutien et leur financement au Polisario. Merci Dr Joma. Nous reprendrons nos échanges après une courte pause avec le colonel David Desroches. Il nous exposera la vision américaine sur ce dossier. Et restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Nous sommes en compagnie du colonel David Desroches. David, vous avez pu entendre les points de vue de George Landry et du Dr Joma sur ce sujet. Personnellement, je ne suis pas très optimiste après avoir entendu leur point de vue. Et j'ai mes propres raisons pour cela. En fait, l'Algérie a rejeté la résolution 2602 appelant à la reprise des pourparlers à 4 sous le format des tables rondes. De son côté, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a dit, je le cite, « La négociation ne peut se faire qu'avec l'Algérie ». Fin de citation. L'autre raison de mon pessimisme est qu'après la rencontre de Stéphane de Mistura avec les représentants des milices du Polisario, leur chef a déclaré « Nous allons poursuivre la lutte armée ». Et pour ne rien arranger, comme l'a rappelé le docteur Joma, l'Iran n'est pas étranger à cette intransigeance. Téhéran cherche à exploiter son influence sur Alger pour déstabiliser toute la région. Quant au Maroc, il a clairement indiqué sa volonté de s'asseoir à la table des négociations. Mais il est tout à fait clair aujourd'hui que les autres parties n'y sont pas disposées. Croyez-vous dans ce contexte qu'une percée diplomatique soit possible ?
You know, you've got a lot of issues. I think that part of the reticence we're seeing on behalf of the Écoutez, les enjeux sont nombreux. is probably En fait, still une a partie de reaction l'intransigeance to the, qui apparaît dans les Trump positions du administration's Polisario et de recognition of l'Algérie Moroccan sovereignty over the peut Western être le Sahara. reflet de la There was reconnaissance sort par of l'administration a Trump dynamic. de la It may souveraineté not du have been a Maroc sur son dynamic that would have Sahara. led to a resolution of the issue, but there was a dynamic of Il y a eu une talking dynamique de and dialogue qui n'aurait negotiations peut-être to pas sort of abouti à une uproot solution au that. problème, And I think mais that, c'est au moins une dynamique de perhaps négociation Algeria qui a and the disparu Polisario du viewed fait that de la as position an américaine. outside party, Je pense que leg peut-être l'Algérie et le scale Polisario ont said, vu okay, cela comme une we're going to, pondération you know, d'une partie upset the externe apple pour cart, faire pencher la balance until, du dossier. you know, that's En fait, somehow, dans tout processus de counteracted. négociation, vous vous That would demandez be ce que my les guess parties is what's impliquées the peuvent root source of s'attendre à this. retirer But de the ces other négociations. issue is, you know, in any Si l'on tient negotiation, you have compte to ask de la yourself, forte impulsion que la what position do du Maroc negotiating partners a obtenue après la see that reconnaissance they can get? américaine What do quant they à la realistically marocanité du expect they can Sahara, get? And given the boost in the il est Moroccan position by the probable American que l'Algérie et le endorsement, Front it's Polisario, quite possible qui marchent that, parfois as a côte à matter of fact, côte, I think it's et probable l'un that s'aligne both the sur la Algerians and the position de l'autre, Polisario, who, you know, it's sometimes- ont atteint la sometimes they conviction march in que step, la sometimes possibilité one de leur directs the sortie other, des pourparlers avec sometimes des they résultats diverge. en leur They faveur just say, well, look, n'est the pas chances of envisageable any carrément. positive outcome from this are just not likely, Alors so pourquoi y why should we participeront-ils? engage in it at all? Right. Well, it's a very interesting point you make, linking the Abraham Accords to Algeria's. David, le point que vous venez de soulever ici est très pertinent. Je veux dire le lien entre l'accord d'Abraham et la position d'Algérie. Je pense que vous avez tout à fait raison sur ce lien. Cela m'incite à penser que l'Algérie s'est mise dans une position très difficile en rejetant le plan marocain d'autonomie et l'accord d'Abraham, en rompant aussi les relations diplomatiques avec le Maroc et en rejetant la résolution 2602. D'autant qu'Alger a soutenu la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Polisario et a noué des alliances avec des États voyous comme l'Iran. En considérant tout cela d'un point de vue américain, pensez-vous que le régime algérien actuel soit en mesure de poursuivre cette politique sur le long terme ? Cela ne fait qu'accroître son isolement sur la scène internationale et augmenter la pression sur ce pays. Comment l'Algérie peut-elle se sortir du piège de l'obstructionnisme dans lequel elle s'est enfermée ? Yeah, good question. I think that Algeria views the situation as sustainable. There's no Bonne great, question, Adam. penalty that Je Algeria pense will have to que pay for l'Algérie its considère la situation you know, comme and viable. quite frankly, I think that, Elle ne pense pas even qu'il y aura Algerians des would sanctions à son probably view this as a comportement. secondary issue. Their main issue is Franchement, domestic. It's, je pense que you know, même les dealing with the dirigeants challenges algériens of, you know, this voient dans la youthful question du people Sahara un employed, moyen de camoufler leur Algerian principal economy, problème, you know, all the problems qui est le that have been local. the issue since Le the chômage early augmente 1990s fortement and chez les jeunes, beyond. et les femmes et And, of l'économie course, the algérienne legacy continuent toujours son tango profoundly au bord du corrupt gouffre. regime. The Polisario problem is on the fringes of Algerian consciousness, I think, and marginality. L'Algérie The second connaît thing plusieurs is problèmes depuis le Algeria début has a des années political culture, which 1990 is et même different avant à from cause the d'un other héritage cultures de la of the regime. corruption de ces They régimes. still have, L'autre problème est que l'Algérie adopte une culture politique différente de celle de la région. Les dirigeants algériens adhèrent encore à une sorte de pensée révolutionnaire basée sur la libération de l'Algérie du colonialisme en utilisant la lutte armée. D'ailleurs, les vestiges de cette pensée conduisent encore l'Algérie à une confrontation avec d'autres pays de la région qui ne l'adoptent pas. Il s'agit d'une pensée dépassée, mais c'est encore en Algérie une source de fierté qui paralyse la capacité de négociation du pays contre une autre partie qui adopte une culture politique différente et des intentions de négociation. Well, you put your finger on something I think that's very interesting, which is this, legacy of the colonial Vous avez abordé struggle. ici un point très important que celui de l'héritage de l'anticolonialisme. En fait, il est peu probable que la politique algérienne change avec la gérontocratie qui se trouve aujourd'hui au pouvoir, et tant que cette génération continuera de s'agripper au pouvoir. Concentrons-nous maintenant sur le personnage de Stéphane de Mistura. Je connais bien cet homme que j'ai eu la chance de côtoyer en tant que diplomate dans nos missions en Irak, lorsqu'il était lui-même envoyé spécial de l'ONU dans ce pays. J'ai découvert un grand diplomate, un diplomate très expérimenté. And one of the things that struck me as noteworthy in reading about his trip to the region was the Et consultation ce qui a attiré mon attention à propos de cette dernière visite au Maghreb, from New York.
c'est qu'avant de quitter New York, il a tenu plusieurs réunions importantes avec les ministres des Affaires étrangères espagnols, italiens, avec l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, avec l'ambassadeur mauritanien auprès de l'ONU, et aussi avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, dont le pays, la Russie, s'est abstenu de voter la résolution 2602. Alors, que pensez-vous de toutes ces consultations à la veille de cette première tournée dans la région? J'ai l'impression, et vous me direz votre point de vue, qu'il cherche à parvenir à un compromis en essayant de changer les mécanismes du jeu politique pour le règlement de cette question. Yeah, good question. I'm not going to presume to tell you how a good Bonne diplomat question, does his mais job. je ne pense pas que je pourrais vous décrire comment un bon diplomate fait son travail à la manière dont Lionel Messi est efficace dans son métier. Mais il est évident que la préparation de la mission est essentielle. Si vous voulez être un diplomate efficace, vous devez connaître les points de vue de toutes les parties concernées. Ainsi, l'Espagne est un pays important en tant qu'ancienne puissance coloniale car elle a permis à un certain nombre de membres du Polisario d'y recevoir des soins médicaux. Il y a aussi le problème de l'immigration clandestine vers elle via le Maroc. Quant à la Russie, elle joue le rôle d'un perturbateur et elle est le principal fournisseur d'armes de l'Algérie et également un important fournisseur de gaz naturel sur les marchés européens. Je pense que si l'envoyé onusien Staffan de Mistura n'avait pas établi ses contacts, il aurait été associé à tort à son travail diplomatique, mais le problème auquel de Mistura est confronté est énorme. D'ailleurs, l'un des diplomates américains les plus compétents, l'ancien secrétaire d'État américain James Baker, n'a pas réussi à le résoudre. Nous traitons ici de nombreuses questions et je suis heureux que les Nations Unies aient choisi un diplomate de la même compétence et de la même importance que Staffan de Mistura pour traiter la question du Sahara marocain. Si nous examinons les aspects de ce dossier, nous constaterons franchement qu'elle a échappé à un règlement dans le passé et il semble qu'il est possible de maintenir la situation telle qu'elle sans qu'aucune partie n'ait à payer un lourd tribut. Je ne sais donc pas quelle touche magique un magicien talentueux peut apporter pour résoudre le problème d'une manière pouvant satisfaire toutes les parties. Une dernière question pour vous, David. Le Polisario et l'Algérie continuent de s'accrocher à l'organisation d'un référendum. Maintenant que les États-Unis ont reconnu le Sahara marocain comme partie intégrante du royaume, pensez-vous que l'idée d'un référendum est encore un avenir? Écoutez, le problème avec le référendum était toujours de savoir qui a le droit de voter. Car vous savez qu'après la marche verte, il n'y avait pas d'accord entre les deux parties sur qui avait le droit de participer. Si nous regardons l'expérience de Poutine qui a organisé un référendum après avoir pris le contrôle de la Crimée, cela a discrédité l'idée d'organiser un référendum, du moins au niveau international et en Occident. Par conséquent, je pense honnêtement que l'idée d'un référendum devrait être abandonnée, car tout ce qu'elle engendrera est de transférer le dialogue vers un autre type de débat sur qui a le droit de voter et même s'il aura lieu. Le débat existera toujours sur la légitimité de ceux qui ont voté. Je ne vois pas le réferdum comme une solution à la question. Le temps n'est plus propice pour l'organisation d'un tel référendum. Mushahideen al-Kiram, you've heard some very, I think, thoughtful and insightful analysis from our two guests, Dr. Hersham. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Pour conclure au terme de nos échanges avec nos deux invités, le Dr Hicham Jomaha et le colonel David Deroche, il est devenu tout à fait clair que le Maroc est la partie qui a toujours fait preuve de la plus grande souplesse et d'un esprit diplomatique ouvert. Pour ces raisons, le Royaume a obtenu un large soutien de la communauté internationale et les États-Unis, qui étaient à l'origine de la résolution 2602, ont soutenu la nomination de Staffan de Mistura comme envoyé spécial de l'ONU. Il est clair que la communauté internationale reconnaît et apprécie cette flexibilité marocaine. En revanche, force est de constater que l'Algérie et le Polisario entravent tout progrès et tentent d'empêcher toute forme de négociation qui ne s'inscrivent pas dans leur agenda.
two interesting points that I wanted to highlight that were made in the conversation. Number one, the point from Dr. Hisham that really, unless this is elevated to Un autre point intéressant que nous avons évoqué aujourd'hui, et comme l'a souligné le docteur Joma, il sera difficile de forcer l'Algérie à faire des concessions à moins de recourir au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Autre point souligné par le colonel Desroches, l'absence de sanctions à l'égard de l'Algérie pour son obstructionnisme systématique aux négociations, ce qui l'encourage à poursuivre dans cette voie du refus tant qu'elle n'en paiera pas le prix. Je pense d'ailleurs que les consultations de Stéphane de Mistura à la veille de sa visite dans la région avaient justement pour but de trouver comment faire pression sur l'Algérie pour sortir de cette impasse. Les prochains mois révéleront sa capacité à y parvenir. Je tiens à remercier notre chroniqueur George Landwith. Merci également à nos deux invités, le Dr Hicham Joma et le colonel David Desroches. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.